Villeneuve, l'invité d'Europe Nuit. Bonsoir Cyril Cormier. Bonsoir. Vous êtes chargé de campagne énergie à Greenpeace. Vous avez déjà pris la parole sur Europe 1 ce soir. On vous a entendu dans le journal de 19h et vous êtes dit d'ailleurs étonné par cette décision d'un ministre écolo de ne pas pouvoir tenir son engagement de ramener à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité en France en 2025. Mais honnêtement, est-ce qu'il pouvait faire autrement ? Ah oui, et c'était son devoir de faire autrement, bien entendu. Les propos qu'on a entendus aujourd'hui, c'est que c'était difficile de réduire la part du nucléaire. Bon, c'est difficile de toute façon de transformer... C'est un secret de polichinelle, ça. On sait que c'est difficile, non ? Oui, mais la transformation d'un système énergétique, d'une composante industrielle de la France, c'est de toute façon quelque chose qui est difficile, que ce soit pour le nucléaire, pour les voitures, puisqu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est pas dit... C'est encore plus dur de rester dans le nucléaire parce que c'est ça la réalité aujourd'hui. On a un parc nucléaire, 21 réacteurs sur 58 sont arrêtés actuellement, 37 sont touchés par des anomalies profondes. Il y a des problèmes de sécurité, comme Greenpeace l'a montré il y a quelques semaines, de vulnérabilité à des actes criminels menés à l'extérieur. Et il y a des entreprises qui sont fortement endettées, EDF en tête, Areva qui a déposé le bilan depuis plusieurs années. Il y a quand même une tendance qui est très lourde au sein du nucléaire, qui montre qu'il y a de plus en plus de risques, de plus en plus de difficultés à maintenir la sécurité, et dire que c'est difficile de fermer des réacteurs, c'est peu réaliste par rapport à la réalité du nucléaire. C'est quoi la réalité si on veut sortir du nucléaire ? Il dit d'ailleurs, Nicolas Hulot, c'est au détriment d'autres choix, c'est-à-dire la création de nouvelles centrales thermiques et pourquoi pas revenir au charbon. Alors c'est ça qui a le plus étonné dans ce que disait Nicolas Hulot, puisqu'il sait que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que, et c'est là où on voit la transformation du militant écolo qu'il était encore il y a quelques mois, aujourd'hui du ministre, je dirais, ça y est, pieds et mains liés par le lobby du nucléaire. Ça a mis moins de temps que pour les ministres précédents, en 5 mois seulement. On a vu ce personnage, défenseur de l'écologie, protecteur de l'environnement, renoncer, plier devant le lobby du nucléaire. Pourquoi ? Parce que c'est faux qu'en réalité c'est le développement des émissions de gaz à effet de serre. Expliquez-moi comment on peut faire autrement. Alors tout d'abord, ce qu'a dit aujourd'hui RTE, parce qu'il parlait de ça, de ce qu'a annoncé aujourd'hui le réseau de transport d'électricité, qui a dit que ce serait difficile et que dans certains scénarios, on pouvait avoir une hausse des émissions de gaz à effet de serre, mais ils ont aussi montré que dans d'autres scénarios, où l'on développait les renouvelables, où on réduisait un peu plus la consommation d'électricité par des mesures d'efficacité, en réalité, on n'avait pas de hausse de la consommation. Donc, et ça, il le sait, Nicolas Hulot, c'est pas la première fois qu'il discute de ces choses-là. Pourtant, il a choisi d'agiter le chiffon rouge, mais la ficelle des émissions de gaz à effet de serre. Mais la ficelle, elle est un peu grosse parce que d'accord, c'est bonne, c'est le début de la COP 23, donc c'est le bon moment pour dire « Ah, attention, il va y avoir des émissions de gaz à effet de serre qui montent ». Mais on l'attend, Nicolas Hulot, sur le reste, sur les vraies émissions de gaz à effet de serre en France. L'automobile, il ne fait rien. Sur la rénovation énergétique de logements, il ne fait rien. Sur la fin de l'exploitation des hydrocarbures, il a renoncé, là encore il y a quelques semaines, à y mettre fin dans sa loi hydrocarbures. Il a plié, là aussi, devant les lobbies que sont Total et Engie, les lobbies du gaz et de l'exploitation du pétrole. Mais c'est difficile à croire de la part de Nicolas Hulot qui avait une vraie volonté dès le départ. Il a, souvenez-vous Cyril Cormier, il a pas voulu être ministre tout de suite. Il a décliné plusieurs fois d'ailleurs l'invitation à différents gouvernements successifs. Là, finalement, il a dit tiens, avec Macron, je peux faire quelque chose et il le voulait. Et d'ailleurs, ce soir, il dit c'est pas fini, peut-être 2030, peut-être 2035. Est-ce que c'est une fuite en avant ou est-ce que c'est je vais quand même essayer de faire les choses ? C'est une fuite en avant parce que 2030, 2035... On vous sent extrêmement pessimiste en fait ce soir, c'est terrible. Oui, parce que ce renoncement pessimiste au sens où la réponse politique, elle n'est pas au niveau. Elle n'est pas au niveau des enjeux du nucléaire que j'ai exposés un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation extrêmement dangereuse. Même le chef de la sûreté nucléaire, Pierre-Franck Chevet, l'a rappelé, il est très inquiet à moyen terme sur la sûreté du parc nucléaire. Il le dit et le répète régulièrement. Il y a en France une dégradation massive sur la sûreté, sur la sécurité. C'est acté, Carole Ferry l'a dit tout à l'heure. Oui, c'est acté, mais c'est toujours repoussé. C'était censé être 2016, puis 2017, puis maintenant 2018, 2019, on ne sait plus trop. Alors que ce réacteur, il y a un des 2 réacteurs qui est arrêté déjà depuis près de 500 jours. C'est-à-dire, et pourquoi ? Pour des raisons de sûreté. Donc il y a des réels défauts de sûreté. Il y en a 21 qui sont arrêtés actuellement pour des questions de sûreté. Donc c'est pas un leurre, c'est pas un mythe, c'est quelque chose de réel. Et la réponse politique, elle est décevante. C'est pour ça que je suis pessimiste. Mais là où je reste convaincu que ce n'est pas la fin, c'est que en réalité, face à cette situation, de toute façon,
que ce soit Nicolas Hulot ou son successeur, que ce soit Emmanuel Macron, de toute façon, ils seront obligés de décider la fermeture de réacteurs, de te confronter à cette fermeture. Et ce qu'il faudrait mieux aujourd'hui, c'est l'anticiper plutôt que le subir. La dernière fois qu'un pays l'a subi, c'était au Japon. Il y a eu un accident terrible. Et aujourd'hui, effectivement, ils courent derrière la production énergétique pour satisfaire leurs besoins. Alors, chacun agite son chiffon rouge. Vous, les écologistes et Greenpeace, vous agitez le chiffon rouge des lobbies. À chaque fois, vous nous parlez de ces grands lobbies. Mais comment est-ce qu'on fait pour dire aux fameux lobbies, non, moi je vais faire autrement. Est-ce que vous, par exemple, si demain vous étiez ministre à la place de Nicolas Hulot, vous vous engageriez aujourd'hui, là, à 22h20 sur Europe 1, de dire, moi je ferai autrement et je dirais zut au lobby? Bien sûr, ce serait la condition sine qua non pour Nicolas Hulot. Vous dites mais oui, mais Nicolas Hulot avait exactement le même discours il y a quelques années quand on l'interrogeait dans les médias. Si vous l'aviez interrogé à son entrée au gouvernement, il ne vous a certainement pas répondu sur ce qu'il a négocié justement pour son entrée au gouvernement. On réalise aujourd'hui que ce n'était certainement pas la sortie du nucléaire ou la mise en œuvre de la politique de transition énergétique, puisqu'il y renonce d'ores et déjà. Ce qui est clair, c'est que depuis plusieurs... Donc il le savait. Pour vous, il le savait depuis le début que tout ça sera possible. En tout cas... Donc il a fait des annonces pour rien. Je ne sais pas s'il le savait depuis le début, mais il n'a certainement pas obtenu l'accord d'aller jusqu'au bout de cette transition énergétique, puisqu'aujourd'hui, on voit qu'il revient dessus. Ce qui est clair, c'est que quand on est écolo, on dit... Par exemple, quand EDF, Areva multiplient les erreurs dans la gestion du parc, multiplient les approximations dans les communications qu'ils font sur la sûreté nucléaire, mais aussi sur le coût du nucléaire, sur les émissions de gaz à effet de serre, on le dit publiquement, on les reprend. On dit non EDF, ce que vous dites ce n'est pas vrai, non EDF, vous allez vous reprendre, vous allez avoir une autre attitude, vous allez dire la vérité, vous allez mieux travailler, vous allez assurer la sûreté nucléaire. On dit ces choses-là, et là ce n'est pas ce que fait Nicolas Hulot, c'est extrêmement grave parce qu'il participe à ce manque de transparence et aux mensonges cultivés par l'entreprise EDF sur le nucléaire. Pourtant, on va me reprocher d'être l'avocat de Nicolas Hulot, ce qui n'est pas le cas. Je suis juste un observateur. Il y a quelques semaines, sur une radio du service public, Nicolas Hulot le disait. Il disait être coincé. Il voulait faire plus, faire mieux, mais il dépendait d'un gouvernement, donc d'un collectif. Il n'avait pas toujours les mains libres. On s'en souvient. Il disait même parfois qu'il regrettait ce poste. Donc, il y a quand même une part de bonne volonté chez Nicolas Hulot. Vous ne pouvez pas dire il est rentré au gouvernement et de toute façon, il savait qu'il n'arriverait pas à faire la transition écologique qu'il avait promise. Et d'ailleurs, c'est le titre de son poste. Il est le ministre de la transition écologique. Et il vient d'y renoncer aujourd'hui. Mais ce n'est pas le procès de Nicolas Hulot qu'il faut faire. C'est bien de le dire parce que on a l'impression quand même. C'est-à-dire qu'il y a une déception réelle. On attendait de lui qu'il soit le rempart au lobby, qu'il soit celui qui arrive enfin à faire des petits pas pour avancer, pour progresser, pour enfin déployer la transition énergétique. Donc il y a une vraie déception, je ne vais pas le nier. Mais ce qui est décourageant là, dans ces annonces, c'est de voir que... il y a encore cette toute-puissance des lobbies, c'est-à-dire que malgré les fautes successives sur la sûreté, sur la sécurité, sur les coûts même du nucléaire qui plombent les finances d'EDF, malgré tout cela, le lobby reste surpuissant et continue d'agiter des peurs, des risques, notamment sur l'emploi, sur les gaz à effet de serre, qui ne sont pas vrais. Merci beaucoup Cyril Cormier pour votre prise de parole ce soir sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes chargé de campagne énergie à Greenpeace et on aura l'occasion bien sûr d'en reparler de ce dossier. Vous restez avec nous 22h23 sur Europe, dans un instant l'actualité boursière.